Arnstadt est une ville glaciale en hiver. Plus que toutes les autres villes de Thuringe, Arnstadt en hiver est une ville glaciale. Les autres villes et les autres villages de Thuringe ont des hivers sans histoire. La pierre est grise et la neige recouvre les pavés. Il ne se passe plus rien jusqu'au premier remous du printemps. Rien. Si rien ne sont les traces de calèches et de pas sur cette neige qui ne veut pas fondre. Les villes et les villages de Thuringe, Arnstadt excepté, vivent un hiver paisible. C'est à peine si l'on y soupçonne encore les vieilles légendes, les loups dans les forêts, ou les jeunes filles ravies par les hommes des glaces. Voici là Thuringe a pris ses quartiers d'hiver. Mais Arnstadt fait exception. Comprenons-nous bien, ce n'est pas qu'à Arnstadt, il y ait des neiges plus volatiles, des pierres plus grises ou des loups plus effrayants. Arnstadt, au contraire, n'a rien d'émouvant. À la limite, on peut aller en Thuringe sans visiter Arnstadt. Arnstadt pourrait être une ville dispensable. Plutôt, Arnstadt aurait pu être une ville dispensable. Elle lui était, assurément, s'il n'y avait pas eu pendant 4 ans cet orgue qui alors si singulièrement chantait. Car Arnstadt, à bien y regarder, n'était rien avant l'an de grâce 1703. Quand l'orgue de l'église, au centre de la ville et au milieu de l'hiver, chantait. Et Arnstadt, pendant 4 ans, chanta avec lui. Seulement, le chant d'Arnstadt était grave. Il sortait de cette église d'Arnstadt un chant austère qui a ajouté à la rudesse de cet hiver. Non, qui était la rudesse de cet hiver. Arnstadt n'a pas toujours été une ville glaciale. Arnstadt s'est glacée pendant 4 ans dans le recueillement d'une longue prière. Mais quelle risible glace que celle d'Arnstadt se réveillant dans le froid de ses orgues. Risible, risible froid d'Arnstadt en comparaison de celui qu'elle connut après le départ de son organiste et après la mort de son organiste. Quel deuil dut recouvrir la ville lorsque le monde perdit Johann Sebastian Bach.
La ville était déserte. On avait déserté la ville, et pour cause, c'était l'heure du culte. Toute la ville tournait son regard vers l'autel. Tous communiqueraient bientôt à la même table. Sans ornement, sans icône, sans idole, tous adoreraient le vaste Dieu. Et il n'y avait rien pour troubler le silence de Dieu que la musique à l'orgue jouée derrière l'assemblée des fidèles. Là-haut, au perchoir de Dieu, c'était un jeune organiste qui ne manquait ni de verve ni de talent. Il s'appelait Johann Sebastian Bach. Il répondait au pasteur par quelques conduits improvisés ou des inventions composées de la semaine. Il était apprécié des fidèles. Il jouait son rôle avec ferveur et discrétion. Jamais une note qui ne brilla d'un éclat feutré, d'un respect terrifié par la proximité du ciel. Il était apprécié parce qu'il savait rester à sa place. Il n'était en somme que le mécanicien du ciel, qu'un régisseur. Il avait ses tuyaux et le pasteur avait son pain et son vin. Voilà qui était bon. Après le culte, il s'éclipsait chez lui par une porte dérobée, ne croisait personne. On aimait cela. On disait que c'était sa foi tout entière dans cette discrétion, ce refus de montrer, d'imposer. On ne lui demandait que ça à sa tribune. Pas d'œuvre. Son dernier élève, le jeune fils d'un ponte du consistoire d'Arnstadt, arriva. Monsieur,
Mon père m'a dit qu'une partition venait d'arriver à Arnstadt, et il m'a demandé de vous en faire part, pensant que cela vous intéresserait sans doute. Quelle partition? C'est une œuvre du maître de Lübeck, c'est ce qu'il m'a dit de vous dire. De? Oui, monsieur. Le garçon avait acquiescé machinalement. Il ne savait pas qui était le maître de Lübeck. Il ne savait pas que le maître de Lübeck, c'était Buxtehude. Comment se fait-il que je n'en ai pas entendu parler avant aujourd'hui? C'est seulement hier que le consistoire s'est prononcé en faveur de l'impression de la partition, en quelques exemplaires, en très peu d'exemplaires. Je crois qu'elle a mis du temps à arriver jusqu'à nous. C'est qu'il y a environ 100 lieues de Lübeck à Arnstadt. Votre père vous a dit tout cela? Mon père m'a dit que cela vous intéresserait sans doute. Votre père a eu raison. Transmettez-lui mes hommages. Et maintenant, allez, vous vous mettez en retard. Bach avait dit cela pour la forme, car il ne comptait déjà plus les minutes. Si le consistoire n'avait pas rendu public plus tôt l'arrivée de cette partition, ce devait être une œuvre importante. Au fond, la vie se portait mieux sans Buxtehude. Le soleil brillait en temps et en heure, la neige pleuvait au bon moment. Arnstadt restait hébété par l'hiver qui avait commencé déjà rudement. On buvait des boissons chaudes, les filles étaient jolies. Tout cela suffisait à ceux qui ne soupçonnaient rien au dehors. La vie se portait bien, oui, mais pas celle de Bach.
Lui, ne pouvait rejoindre le cœur des satisfaits. Le moindre geste lui semblait prendre des minutes démesurées. Le monde se faisait pesant. Bien sûr, tout n'était que fumée. Mais la fumée a pour les âmes hautes un poids considérable. Bach, pendant plusieurs semaines, ne put se distraire. Chaque fois qu'il croyait avoir trouvé une distraction, il ne pouvait s'y consacrer plus d'1 heure sans s'estimer minable. Surtout ce qu'il voulait entreprendre planait un regard universel. Et ce regard le voyait. Et ce regard voyait la misère à laquelle Bach avait été réduit. La misère de l'homme seul et privé de magie. Bach se sentait épié et n'échappait pas à ce regard. Quelque chose vraiment lui interdisait de vivre sa vie. Kronecker va vous recevoir d'1 minute à l'autre. Bach alla se rasseoir. Il faisait trop chaud dans ce petit salon. Tout de même, leur réunion ne pouvait pas durer aussi longtemps. Ce n'était pas humain de rester comme ça, pendant des heures, le cul vissé. Quoique, on ne soupçonne pas le fardeau que cela peut être, un cul d'électeur de Thuringe. Un gros machin empaqueté dans une belle dentelle. Rien qu'à les imaginer, Bach se lassait déjà. Et dire que sa vie dépendait de quelques bien-nés qui restaient infoutus jusqu'à leur mort de faire la différence entre le son d'une bombarde et celui d'un père entré. Mais après tout, se résigna Bach. C'était là l'antichambre du maître. Il fallait passer par là. Ce n'était que l'attente de l'attente, un prélude. Il croisa les bras et accepta. Patience.
raconte que, lorsque Urbain II prêcha la croisade devant le peuple d'Auvergne, amassé au pied de la cathédrale de Clermont, des paysans, venus à la ville voir le pape exceptionnel, ne s'en retournèrent point chez eux, et sans embrasser femme ni enfant, si femmes et enfants avaient, partirent incontinent reprendre la ville sainte. Foi qui déplacerait le puits de Dôme. Et l'on reste bouche bée devant ces aventuriers qui n'ont légué que leur sang à la postérité. Après son entrevue avec Broncker, Bach ne s'en retourna point chez lui. Après tout, il n'avait besoin de rien qu'il n'eût déjà. Il était vêtu et il tenait à la main, jalousement, sa partition. Sa bourse pesait lourd dans la poche de son manteau. Ses chaussures n'étaient pas usées. Le temps était presque clément. Le jour finissait dans un calme simple. Le ciel ne posait plus de questions. Bach repéra le nord et se mit en marche. Il traînait dans l'air comme une odeur de feu de bois, la douceur des foyers même. L'âtre grand ouvert sur le ciel sans nuages. C'étaient les burons alentours qui fumaient d'aise. La ville n'était plus que consolation immense, et elle s'assoupissait. Bach avançait dans un froid grandissant qu'il ne sentait pas. Il se rapprochait de la sortie de la ville, il ne se retournait pas. Il avait le regard résolu vers une immensité vague au loin. Quelques étoiles s'allumaient, mais il ne les connaissait plus. Arrimé à la Lubeck terrestre comme à une autre Jérusalem, il allait, sûr de son pas. À un moment, une route descendait qui marquait la fin de la ville. Arnstadt, déjà plus. Bach ne demanda pas son chemin et ne suivit aucune indication. La partition, jalousement à la main, et la main fermement au cœur, il était guidé par un plus haut appel encore.
était un peu moins de midi. Dans la neige, Bach cheminait sûrement, sans avoir faim. Machinalement, alors qu'il connaissait bien le pays, il leva la tête vers le ciel, cherchant le nord de nouveau. Il le trouva d'emblée, heureux en somme que la nature confirmât son intuition. Mais il fut pris soudain d'une colère froide, qui monta en lui d'un coup. Il fut scandalisé, les yeux toujours au ciel, de ce que le soleil, gouverneur en chef des destinées humaines, ne donna pas le nord. Cette espèce de second Dieu, ce petit despote, cette idole d'en haut, ce cadran à la vue insoutenable, cet imposteur enfin, n'avait même pas la force d'indiquer le vrai nord. C'était comme si le soleil avait peur de se brûler à plus ardent que lui, ignoble Icare, qui fond en un regard du Tout-Puissant, étoile infichue de guider vers autre chose que le bleu de travail ou la chemise de nuit. Ah, soleil païen! Le passage de la nuit au matin n'avait pas fait de bruit. Bach, réveillé, s'était remis en route sans attendre. Il commençait à ne plus trop connaître les paroisses qu'il traversait, mais il s'en foutait pas mal. La terre avait beau tourner, le nord était toujours miraculeusement à la même place, et Lubeck avec lui. Entre deux rangées de hêtres, Bach aperçut une rivière. Il s'assit sur la berge. Le repas le fatigua plus que la marche. Il se perdit dans une torpeur douce. Il venait de manger quelque chose qu'il avait eu dans un village pour presque rien. Maintenant, il dormait. Bach se réveilla. Ce somme l'avait un peu refait, mais il se sentait toujours engourdi, comme sous l'effet d'un envoûtement. Pour se donner du courage, il sortit la partition et se mit à chanter. Dans son chant, il s'interrompit beaucoup, surpris. Il s'étonnait de quelque chose qu'il n'avait jamais aperçu. C'est que ce qui était écrit et qu'il chantait ne paraissait jamais se surrajouter au reste. Jamais un rythme, jamais un mélisme ne semblait incongru dans cette futaie où passait une rivière. Tout se répondait, si bien qu'on ne savait plus qui faisait écho à quoi.
La fusion était totale. Le chant se perdait lui-même dans un monde qui s'absorbait en lui. Bach crut rêver. Mais non, pas cette fois-ci. Alors, il s'arrêta devant tant de simplicité. Il eut peur de ce génie si naturel. Buxtehude. Au bout de plusieurs heures, Bach commença à voir une ville. Puis il commença à voir des hommes et à croire aux hommes, confiant, augmenté après sa journée de solitude. De là où il les voyait, il aurait juré pouvoir les prendre entre ses doigts et jouer avec leur effigie de pâte à sel. La vue était dégagée, mais il devait rester encore 1 lieue de marche. Disons cela, 1 lieue, ça fera un compte rond. Cela fera ça de plus à retrancher aux 100 lieues du voyage.
Bach était encore assez loin de Lübeck pour n'en avoir aucune idée concrète. Sa hâte n'était pas défraîchie encore par la peur et le dégoût qu'inspirent les pierres trop longtemps rêvées, au moment où elle se retrouve à portée de la main. Enfin, ce fut Magdebourg. La nuit était déjà très avancée. Quelques lumières brûlaient encore. On devinait, ainsi, la grande silhouette de la ville.
Près de l'église, Bach vit une auberge éclairée. Le café était très beau. Bach commença à remarquer les clients qui l'entouraient. Un homme en haillons, à l'œil luisant, vint s'asseoir en face de lui. Tard pour un café, non? Quand il voulut ouvrir la bouche, Bach, tout à coup, vit qu'il n'avait pas parlé à quelqu'un depuis des jours. C'est tout un apprentissage qu'il semblait falloir reprendre. Il avait perdu la manie, la gangreneuse manie du social. Oui, tard. Ou tôt, peut-être. Qui sait? Vous vous réveillez? Non pas, je vais dormir incessamment. Quelle chance, monsieur. C'est un luxe. Moi, je vais bientôt aller bosser. Qu'est-ce que vous faites? Je suis clochard. Et vous avez des horaires? Si l'on veut. Disons plutôt des obligations. C'est selon les mœurs des villes que je traverse. Ici, c'est une ville qui se lève tôt. Alors, je me mets à son rythme. Et vous, monsieur? Vous faites quoi de votre vie? Je suis organiste. Quelle chance, monsieur! Moi, je connais pas la musique. Et le soleil se leva, comme un grand coup d'archer. Bach avait passé une nuit lourde et bonne. Il se frottait les yeux maintenant, ébloui par des raies de soleil qui passaient à travers les volets. Il n'arrivait pas à ouvrir complètement les yeux. Un reste de soleil pesait dessus. Pour les réhabituer peu à peu au jour, un seul moyen, lire. Il fallait que les yeux de Bach, pour se réveiller, se raccrochassent à de l'écrit. C'est une technique comme une autre. Elle fonctionne. Vite, donc, la partition. Elle ne pouvait pas être loin. Bach tâtonna sur la table de chevet. Mais non, il ne l'avait pas sortie de son manteau. Allez, un petit effort, Sébastien, lève-toi. Voilà, le manteau. Bach le souleva par le col, comme un chat qu'on punit. Il le retourna dans tous les sens, il le secoua. Sa bourse noire tomba sans bruit sur le plancher. Elle sonnait vide. Et dans le par-dessus, Bach en avait beau fouir maintenant les poches, la partition n'était plus. Le monde se dépeupla. Une béance énorme sembla surgir au-dessus de Bach, détroussé. Il n'entendait plus rien. Des espaces innombrables le séparaient de toute matière. Lübeck était à des milliards de lieues. Il eut un vertige. Il chancela. Il comprit, dans l'effroi et la stupeur, il comprit d'un coup. En fait, de clochard, il était tombé sur un fiefé salaud et usurpateur de misère avec ça.
Bach resta effaré, une minute ou deux. Puis, sans cohérence d'abord, il se mit à genoux et il joignit les mains sur son lit. Il pria. Intérieurement, il pria. Il ne prononça aucun mot. Ce fut une prière résignée. L'étonnement qui l'avait frappé se dissipait très simplement. À cela succédait une acceptation franche. Merci, mon Dieu. Merci pour cette partition acquise et cette partition volée. Merci pour ce don de plusieurs jours et cette nuit de cambriole. Merci. 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 Bach sortit de l'auberge et s'enfonça dans la fraîcheur d'avant-midi. Il marcha tout le jour le long d'une route marchande qui filait vers le nord. L'heure vint, et les cloches sonnèrent l'office du soir. Alors il courut jusqu'au foyer de ces cloches, et il se planta devant les 2 flèches de l'église Sainte-Marie. Qu'elle était belle! Il était saisi par un respect immense devant cette église que toute la semaine Buxtehude voyait. Elle devait avoir, elle aussi, son frisson de bonheur quand le maître la couvrait d'un regard avant d'entrer. Bach, à cette pensée, n'osa plus la couvrir du regard, et il entra aussitôt. Tout se tut. Il ne vit pas les bourgeois, les marchands, les oisifs échoués là pour leur détente spirituelle.
Bientôt, l'orgue s'alluma. L'évanouissement intérieur de Bach dura autant que les 7 cantates. La partition, toute, lui était revenue en plein visage, d'un coup. Le choc de la musique restituée dépassait celui de la musique volée. Il écouta si intensément qu'il n'entendit pas grand-chose. Il avait comme la tête noyée. Son corps se vida de toutes ses forces, éprouva soudain toutes les douleurs et toutes les fatigues de sa longue marche.
il reprit sa demande fébrile. Où est Buxtehude? Ses yeux avançaient des lanternes dans la nuit de son désir. Où est Buxtehude? Mais là, personne n'en savait rien. Si proche de lui, si près du but, et personne n'en savait rien. Il ne fallait pas trop espérer. Un vieil homme s'avança dans l'obscurité. Il avait quelque chose d'un vieux Christ, d'un Christ qui aurait vieilli. Il s'approcha des musiciens. « Messieurs, vous avez été merveilleux. Je vous remercie. Nul doute que je ne manquerai pas de faire appel à vous pour les prochains Adben Muskinen. Merci, maître. » Maître? Le maître? Bach mourut quelques secondes. Puis, il regarda cet homme qu'il n'aurait jamais eu l'idée même de remarquer. Quelle déception grandiose! Il touchait des yeux la chair de Buxtehude. Buxtehude, ce nom qui swing, ce nom qui danse, c'était lui, c'était cela? Oui, et Bach était devant lui. Buxtehude, aus Vlatsch und Blot. Dietrich Buxtehude et sa femme et leurs 3 filles et Johann Sebastian Bach dînaient ensemble. La solennité de Buxtehude au moment du bénicité et que les pauvres aient à manger avait laissé place à une franche convivialité. Buxtehude parla d'Ambrosius, dont il connaissait la réputation fort bien. Il parla aussi de ses œuvres, à lui, de sa volonté à ne pas trop les répandre. Il composait pour Lübeck, pour l'église Sainte-Marie plus précisément. Les autres paroisses n'avaient pas besoin de sa musique. Bach était estomaqué et heureux devant cet homme qui parlait trivialement, terriblement des choses. Il ne comprenait pas tout, surtout cette histoire de partition.
Pourquoi cet entêtement à ne pas vouloir être lu, compris, entendu et joué le plus possible? Mais parce que la musique n'est rien, Johann Sebastian. Répondit Buxtehude, sans hausser la voix, toujours affable, un peu bonhomme même. Que vous le vouliez ou non, Johann Sebastian, la musique n'est rien, c'est moi qui vous le dis. Comment? Mais la musique est tout! Ah, Johann Sebastian, je disais cela aussi à votre âge. C'est un enthousiasme légitime, et je le trouve aussi beau que lorsqu'il m'habitait. Mais il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier, Johann Sebastian, ou plutôt que vous devez vous mettre dans la tête, et je suis sûre que votre père aurait été d'accord avec moi. Nous ne sommes que des serviteurs, pas même des lévites, des serviteurs. Nous faisons de la musique comme les domestiques font la vaisselle. La preuve, Johann Sebastian, la voici. Ne dit-on pas que nous jouons de la musique? Nous jouons, Johann Sebastian, nous jouons, c'est un jeu. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux, cela veut dire que c'est un sérieux qui nous dépasse.